Survivors like those we just heard from have a special brand of courage and dignity, but they are also likely have had some support along their journey. And our next speaker has dedicated his life's work to providing survivors care and creating a model for holistic healing. Up next is a very, very special keynote speech from Dr. Denis Mukwege. Dr. Mukwege, as you all know, is a world-renowned gynecological surgeon, as well as the founder and medical director of the Panzi Hospital in the Democratic Republic of Congo. And since the establishment of Panzi Hospital in 1999, he has become the world's leading expert on repairing the internal physical damage caused by rape. Together with his team, he treated more than 50,000 victims in East Congo, and his efforts to bring the problem of wartime rape to the attention of the international community, to increase protection for women and children, and to advocate that those responsible for sexual violence be brought to justice, he has become a leading activist for human rights and gender equality. In 2018, he has received the Nobel Peace Prize, together with the Yazidi activist Nadia Murad, for his effort to end the use of sexual violence as a weapon of war in armed conflicts. Ladies and gentlemen, please welcome with me Dr. Denis Mukwege. He will be joined later for a Q&A together with Annick Cogent, special correspondent from Le Monde. Votre Altesse Royale, la Grande Duchesse de Luxembourg, distingués invités, très chers membres du réseau des survivantes, mesdames et messieurs, après avoir écouté les survivantes, assis à ma place, je me suis senti tout petit. À voir la force de ces femmes, leur courage, l'interpellation qu'elles ont adressée à cette salle, j'ai eu tout simplement le sentiment d'impuissance par rapport à ce que nous faisons pour protéger les femmes dans des situations de conflit et fragiles. Mais en même temps, leur force me donne cet espoir que malgré le fait que les violences sexuelles ont été utilisées pendant des siècles, nous pouvons la vaincre. Votre Altesse Royale, permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude pour avoir organisé ce forum sur le thème Stand, Speak, Rise Up, pour en finir avec les violences sexuelles dans les zones sensibles. Je salue tout d'abord votre leadership, votre créativité et votre persévérance qui ont permis de donner un visage concret à cette belle initiative. Ensuite, je vous félicite pour votre engagement sans relâche en faveur de la lutte contre les violences sexuelles dans les conflits et comme arme de guerre. Une question aussi importante qu'urgente à résoudre au vu des dégâts qu'elle cause dans nos sociétés. Je salue la présence dans cette salle de nombreux distingués invités dont la grande majorité est engagée avec nous dans cette lutte. Leur présence nous honore.
je salue et félicite les survivantes qui ont le courage de se mettre debout pour s'exprimer et se soulever contre les violences sexuelles dans les conflits armés. Mesdames les survivantes, vous avez bravé la peur, vous avez bravé la honte, les normes sociales, les discriminations et les humiliations pour dénoncer l'infamie que sont les viols et les violences sexuelles dans les conflits. Sans votre courage, sans le courage d'autres femmes dans le monde, ces crimes resteraient encore tabous. Ils continueraient à écraser, à discriminer et à réduire des milliers de femmes en esclaves et soumises au joug de la loi du silence. Non seulement nous vous devons du respect, mais nous, en tant que société, avons l'obligation de vous soutenir dans votre engagement à briser le silence. Si vous avez le courage de braver la honte et les pesanteurs sociales, nous n'avons aucune excuse de ne pas nous battre à vos côtés. Mesdames et messieurs, la violence sexuelle dans les conflits est une expression de pouvoir, de domination, des discriminations et des humiliations quotidiennes que le système patriarcal a nourries, on vient de nous le dire, depuis des siècles. Certainement, lorsque nous parlons de mettre fin aux violences sexuelles dans les conflits et dans les environnements fragiles, ceux qui entretiennent ce système misogyne croiraient que c'est de l'utopie. Mais en fait, nous devrions toujours nous rappeler que ceux qui commettent ces violences sexuelles représentent une infime minorité dans notre société. Les hommes qui savent aimer, chérir, protéger sont nombreux. Mais le problème est que ces hommes positifs restent toujours et souvent silencieux face aux barbaries de violences sexuelles, ce qui, ipso facto, le rend complice. Et pourtant, s'ils s'expriment, s'ils joignent leur voix à celle des victimes, la minorité de ces criminels qui violent n'aurait d'autre choix que de changer leurs attitudes envers les femmes. Ainsi, au sein de la société civile et des responsables étatiques, nous avons tous la responsabilité, aussi bien au niveau national qu'international, d'être mobilisés, chacun à son niveau, pour prévenir la survenue de ces violences dans nos communautés. Un des outils les plus importants pour la prévention est l'éducation. Cette éducation devrait partir du berceau et se poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Nous devrions initier nos enfants à la masculinité positive dès le plus jeune âge. Quant aux adultes, il faudrait envisager pour eux et avec eux des démarches éducatives susceptibles de renforcer le comportement favorable à la masculinité positive, ainsi que des actions capables de décourager et de déconstruire la masculinité toxique. Grâce à une telle démarche éducative, nos sociétés s'enrichiraient de nouvelles générations débarrassées de cette masculinité toxique. Des générations promptes à défendre l'égalité entre les femmes et les hommes avec conviction, détermination et dans une complémentarité harmonieuse. Le second outil est la lutte contre l'impunité. Dans le monde, certains pays disposent de bonnes lois. Nous connaissons vraiment des pays qui ont des lois qu'on ne peut pas reprocher. Dans d'autres, ils font moins bien. Pour bien lutter contre l'impunité à l'échelle locale comme à l'échelle globale, il est impérieux, d'une part, de vulgariser les lois qui criminalisent les violences sexuelles pendant les conflits, et d'autre part, promeuvent l'égalité hommes-femmes. Mais il ne suffit pas d'avoir de bonnes lois. Il faudrait encore qu'elles soient appliquées. Et malheureusement, c'est là que le bas blesse. Notre travail de tous les jours avec les victimes de violences sexuelles nous montre que nous avons encore beaucoup à faire en ces temps de nouvelles technologies pour l'amélioration
des procédures judiciaires, la collecte de preuves et leur conservation. L'amélioration de l'administration de preuves lors des procédures judiciaires contribuerait à éviter aux victimes de non-lieux liés à l'absence ou à l'insuffisance de preuves. Ces non-lieux, comme tant d'autres obstructions à l'accès à la justice, découragent les victimes à porter plainte et paradoxalement blanchissent les criminels. D'importants progrès sont encore à réaliser afin d'encourager les victimes à aller en justice. Le troisième outil est constitué des réparations sous toutes leurs formes, qu'elles soient individuelles ou collectives, qu'elles soient sous forme de compensation financière, symbolique ou mémorielle. Toutes les formes de réparation qui permettent aux victimes d'être reconnues et réhabilitées sont nécessaires pour permettre de recommencer leur vie. Mais il s'agit aussi de mener un véritable travail de mémoire afin de pouvoir léguer aux générations futures la vérité, ainsi contribuer à éviter les répétitions. La compensation financière nécessite de constituer un fonds global de réparation qui interviendrait chaque fois que l'autorité des tutelles ou l'État ne peut pas ou ne veut pas faire cette réparation. En plus des autres outils susmentionnés, un tel fonds traduira en acte palpable notre responsabilité humaine envers les victimes. L'usage de ces outils permettrait de réduire sensiblement et pourquoi pas de mettre fin à cette pratique déshumanisante des viols et des violences sexuelles pendant les conflits qui fait gravement honte à notre humanité commune. Enfin, en plus de prévenir et de réprimer les violences sexuelles, nous avons l'obligation de rendre la prise en charge des victimes de violences sexuelles accessible et non stigmatisante. Elle doit être considérée comme un droit humain à la réhabilitation conformément à la résolution 2106 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est dans ce cadre que, face à cette tragédie qui frappe autant les individus que les communautés, l'hôpital de Panzi et la fondation Panzi ont, au fil des années, mis en place une stratégie de prise en charge reposant sur 4 piliers, les piliers médicaux, les piliers psychologiques, juridiques et socio-économiques. Ce modèle holistique développé à Panzi, centré sur la personne, se cristallise dans un guichet unique dit One Stop Center, qui permet à la victime de violences sexuelles de trouver au même endroit des réponses à ses problèmes médicaux, psychologiques, juridiques et socio-économiques. Cette prise en charge est intégrale, confidentielle et centrée sur la personne. En entrant dans le système, la personne n'a besoin d'expliquer qu'une fois son histoire et choisit à la carte les services en fonction de ses besoins, en donnant un consentement éclairé pour toutes les interventions dont elle est bénéficiaire. Sur le plan médical, nos équipes ont accumulé de l'expérience dans la chirurgie réparatrice de pointe, des organes génitaux internes et externes, ainsi que les pathologies médicales et chirurgicales gynécologiques invalidantes, comme les fistules et les prolapsus. Sur le plan psychologique, nos services d'assistance sociale et de psychologues cliniciens écoutent, soutiennent et accompagnent les survivantes de violences sexuelles dans leur long processus de réhabilitation et de résilience. À côté des soins psychologiques dispensés à l'hôpital, une batterie d'autres thérapies ont été développées à côté de l'hôpital. Le counseling, les thérapies par le processus cognitif, la musicothérapie, la thérapie par la danse, par l'art. Je suis très content d'avoir vu Boléa ici dans la salle, Florence. Le neurofeedback, la thérapie d'exposition par la narration, l'ergothérapie, les jeux, les sorties récréatives. Mais toutes ces
thérapie, nous sommes en train d'entreprendre des études, des recherches pour savoir lesquelles s'appliquent mieux à notre population et certainement que nous sommes disposés à pouvoir partager nos connaissances et nos expériences avec d'autres zones qui connaissent le même problème. Par ailleurs, des équipes mobiles suivent les survivantes dans leur milieu de vie par la médiation familiale et communautaire et la mise en réseau. Ils contribuent à retisser les liens familiaux et communautaires mis à dure épreuve par cette barbarie et participent ainsi à la reconstruction du tissu social. Sur le plan juridique, les survivantes bénéficient de l'assistance juridique et judiciaire de la part d'une équipe de juristes et de parajuristes formés dans nos villages pour cause, qui les assistent gracieusement lors de procès pour encourager les efforts de lutte contre l'impunité. Sur le plan socio-économique, nos interventions visent l'autonomisation économique des femmes et les rendent actrices de changement dans leur communauté après avoir obtenu des solutions adaptées à leurs problèmes de santé, aussi bien physiques et ou mentales. Parmi les interventions, nous pouvons citer la scolarisation de jeunes et petites filles, l'alphabétisation des adultes, les formations aux métiers pendant les transits des femmes et des filles à la maison d'Orcas ou à la Cité de la Joie. Il s'agit aussi du soutien au lancement des diverses activités génératrices de revenus, de l'intégration et l'assistance dans les mutuelles de solidarité et des associations villageoises d'épargne et de crédit. Nous faisons enfin la prévention des violences sexuelles en sensibilisant et en mobilisant les différents segments de la société, les autorités locales, les responsables religieux, les organisations de la société civile, les associations des femmes, les mouvements de jeunes, les personnels de la santé, les comités locaux de développement et de santé, les écoles, les universités et les médias. Par ces sensibilisations, nous essayons d'atteindre toutes les couches, puisque nous savons que la solution ne viendra que par cette sensibilisation active de toutes les couches de la population. Mesdames et messieurs, notre expérience à Panzi depuis presque 2 décennies nous montre que ces actions synergiques donnent du résultat. Des survivantes de violences sexuelles reprennent l'école ou l'université. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont devenues juristes après avoir subi des viols et être même esclaves sexuels, initient des activités économiques rentables, se construisent un toit, refondent un foyer, sont détraumatisées, ne sont enfin plus isolées et peuvent dialoguer, s'émouvoir, travailler, bref, tout simplement revivre. Il est donc possible de changer leur sort en travaillant avec elles-mêmes comme les premières actrices de leur destin. Notre programme de soins holistiques montre que les victimes ont un énorme potentiel de résilience. Elles ont le potentiel de transformer la souffrance en pouvoir jusqu'à devenir des actrices de changement dans la société. Cependant, comme je l'ai dit le 10 décembre 2018 à la tribune du prix Nobel de la paix à Oslo, elles ne peuvent y arriver seules. D'où l'importance de la mobilisation à l'échelle individuelle, collective, locale et globale contre les violences sexuelles dans le contexte des conflits et surtout une mobilisation en faveur des survivantes. Ainsi, je réitère mon appel à chaque citoyenne et chaque citoyen du monde à se joindre à nous pour mettre fin à cette barbarie qui, je le répète, fait notre honte en tant qu'humains, à promouvoir une masculinité positive, l'égalité femmes-hommes et la dignité pour tous. Je réitère mon appel aux États et à la communauté internationale à tracer une ligne rouge contre l'utilisation du viol comme arme de guerre. Une ligne rouge qui serait synonyme de sanctions économiques, politiques et de poursuites judiciaires
contre les criminels sexuels et les instigateurs de ces crimes. Je réitère mon appel aux États et à la communauté internationale à reconnaître les souffrances des survivantes de toutes les violences faites aux femmes dans les conflits armés et les soutenir de façon holistique dans leur processus de guérison. Je réitère mon appel aux États et à la communauté internationale à soutenir l'initiative de la création d'un fonds global de réparation pour les victimes de violences sexuelles dans les conflits armés. J'insiste à nouveau sur la nécessité de ces réparations, ces mesures qui leur donnent compensation et satisfaction et leur permettent de commencer une nouvelle vie. C'est un droit humain. Mesdames et messieurs, l'histoire nous enseigne que de nombreuses réalités du monde d'aujourd'hui, de nombreuses innovations technologiques ou sociales paraissaient encore utopiques il y a seulement quelques années. Nous devons rêver d'un monde meilleur pour tous. Ce monde est possible si chacun de nous et tous collectivement luttons pour des changements concrets et que ces changements deviennent une réalité. Les violences sexuelles, à l'instar de tant d'autres fléaux d'il y a quelques siècles, peuvent être éradiquées. Elles peuvent disparaître de notre planète, disparaître de notre vocabulaire usuel, être reléguées au musée des cauchemars du passé. Nous devons rêver. C'est notre droit de rêver ce monde. Mais pour que cela arrive, nous devons mener une lutte qui sera rude. Lorsque je vois la force que vous avez chacune et chacun dans cette salle, lorsque j'imagine des millions d'alliés que nous avons dans le monde, ma conviction à la victoire se renforce. Elle est inébranlable. Nous sommes ensemble et nous allons nous soutenir. Nous allons nous exprimer. Nous allons nous soulever et nous allons gagner ces combats pour la dignité des femmes. Restez debout, tenez bon, je vous remercie. Merci. 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 Merci, Dr Mukwege. Je m'appelle Annick Cogent, je suis journaliste au Monde. J'ai plusieurs fois écrit sur les femmes victimes de violences sexuelles en Libye, en Syrie, chez les Yézidis, et aussi je suis venue vous voir à Bukavu. Je suis tellement heureuse de vous revoir là. Nous étions certainement très nombreuses à pousser des cris de joie en octobre 2018 lorsque nous avons appris que vous avez été nommé prix Nobel de la paix. C'était la reconnaissance formidable de votre travail, c'était aussi une mise en lumière de ce sujet dont nous parlons aujourd'hui. Et puis le 10 décembre, nous avons tous été bouleversés par ce discours incroyable que vous avez fait. Je pense que c'est l'un des discours les plus puissants qui ait jamais été prononcé à Oslo et les plus galvanisateurs pour nous tous. Alors, je voudrais tout simplement vous demander, docteur, déjà 4 mois plus tard, c'est quoi l'effet prix Nobel ? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça veut dire plus d'écoute, plus d'attention des chefs d'État, de l'ONU, des personnes responsables, des leaders? Est-ce que ça veut dire davantage d'aide pour vous venir en aide précisément et puis pour aider très concrètement les victimes? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est trop tôt de répondre à votre question. Nous attendons voir. Mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'avec le prix Nobel, on sent très bien que cette question n'est plus une question qu'on essaie de mettre à la poubelle, ce n'est pas une question qu'on évite de parler. Aujourd'hui, personnellement, j'ai beaucoup d'espoir pour le futur, puisque je sens très bien qu'il y a une galvanisation. Les gens veulent en parler, veulent trouver des solutions vers ça. Ils veulent savoir plus, et je crois que ça nous manquait beaucoup. Je ne sais pas combien de fois, après avoir opéré, j'ai retourné chez moi dans ma chambre et j'étais en pleurs tout simplement de voir le silence du monde. Je pense qu'il y a un élan et cet élan, nous espérons que va nous amener là où nous voulons aller, vraiment restaurer la dignité des femmes. Il y a quelquefois des revers au prix Nobel et on en connaît quelques-uns.
quelques-unes. Je pense à Shirin Ebadi, pour qui le Nobel a été un cadeau empoisonné. Et qu'au retour dans son pays, la vie a été très difficile au point qu'elle vit maintenant en exil. Est-ce que ça a un côté aussi cadeau empoisonné pour vous? Est-ce que votre retour a été facile et est-ce qu'il y a une aide et une reconnaissance dans votre pays, au Congo? Je pense que ça a été un cadeau empoisonné pour ceux-là qui commettent ces actes. Le fait que finalement le monde puisse dire ce n'est pas acceptable, ça a été un cadeau empoisonné pour tous ces gens qui ne veulent pas reconnaître, qui veulent rester dans les dénis par rapport à ces drames que connaissent les femmes dans mon pays. Il est vrai que je n'ai pas été sur les ondes ou les chaînes de télévision congolaises, mais ça importe peu. Je crois que la vérité finit toujours par triompher. Votre discours, certainement. Votre discours à Oslo était vraiment pas langue de bois. J'étais très précis, vous interpelliez la communauté internationale, vous interpelliez beaucoup de gens, c'est pour ça qu'il était justement galvanisateur. Mais en même temps, vous disiez les choses très concrètement et vous faisiez allusion, à un moment donné, à un rapport qui était en train de moisir, disiez-vous, dans un tiroir, peut-être dans une organisation, à l'ONU ou je ne sais où, peut-être même dans votre pays, le rapport Manning, cette démarche Manning, et dans laquelle une enquête très précise, très intègre, très rigoureuse avait été faite, qui dénombrait plus de 600 crimes et en donnant des détails extrêmement précis, les noms des victimes, les dates, les lieux, etc. Et rien ne se passait. Alors, est-ce qu'il y a un espoir maintenant que ce rapport soit enfin divulgué, on le sait, mais qu'il serve à quelque chose et qu'on poursuive les gens? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Je pense que tant qu'on continuera à garder ces rapports dans les tiroirs, malheureusement, les violences vont continuer. Puisque ce sont les mêmes qui ont violé en 1996, qui continuent à violer aujourd'hui. Et moi, je suis triste de pouvoir dire que la recrudescence des viols, le viol surtout des enfants, ça me choque beaucoup et que finalement, tout le monde connaît les instigateurs et ces gens continuent à courir en toute liberté et ces rapports les citent nommément puisqu'on les connaît et malheureusement si on laisse l'impunité courir ça veut dire tout simplement qu'on accepte que les femmes et les enfants continuent à subir ce qu'elles sont en train de subir en République démocratique du Congo. Et là je crois que je demande à toute la salle, à toute la communauté internationale de se lever pour demander à ce que, en fait, la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo puisse s'arrêter. Et ça ne pourra pas s'arrêter à l'intérieur. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ceux qui commettent ce crime, ce sont eux qui sont aussi à la tête du pays. Et donc, ils ne pourront jamais amorcer des poursuites contre eux-mêmes. Il faut absolument que ce soit la communauté internationale qui le fasse. Et la communauté a les moyens pour le faire. Nous allons aborder la question des réparations qui vous tient tellement à cœur. Mais juste avant, je suis toujours frappée lorsque vous parlez de cette masculinité positive. Je trouve que c'est extraordinaire d'entendre ce mot-là, masculinité positive, alors qu'on est en train de parler de viol et de violence, de barbarie, etc. Masculinité positive, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce que vous entendez par ça? Parce que ça concerne tous les garçons, tous les hommes, ça concerne aussi les enfants dans les écoles, une nouvelle façon d'éduquer sans doute nos garçons. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le modèle? Absolument, je pense que la violence sexuelle naît tout simplement de ces sentiments que nous recevons peut-être tous dès la naissance, où on nous habille d'une certaine façon, on essaie de nous donner un comportement, on nous prive d'avoir des émotions normales qui nous permettent d'ailleurs d'éviter de commettre certains actes, mais puisque nous sommes garçons, puisque nous sommes hommes, nous devons faire certaines choses différemment. Et moi, je pense que nous sommes tous égaux et nous avons le même droit. Il n'est pas question de pouvoir éduquer nos garçons en leur montrant que leurs filles, leurs sœurs sont différentes. Et je pense que lorsque nous avons ces éducations, à la limite, lorsque nous grandissons, lorsque nous sommes dans des situations
où nous devons traiter avec les femmes, nous avons ces sentiments que nous sommes supérieurs alors que nous sommes égaux. Et là, je pense que cette masculinité toxique qui fait que l'homme pense qu'il est différent et qu'il doit dominer, qu'il a le pouvoir, etc. Je crois que c'est notre responsabilité d'éduquer nos enfants et même de déconstruire cette masculinité toxique où nous devons considérer les femmes comme étant égales aux hommes. Et ça va permettre absolument de changer les rapports de force qui aujourd'hui, plutôt les hommes utilisent ces rapports pour écraser, discriminer, humilier les femmes. Et ça, ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Je pense que nous sommes ici pour mettre fin à ces attitudes négatives. Alors, Panzi s'est révélé un formidable laboratoire réellement pour beaucoup de choses et pour traiter de la question qui nous occupe et la notion de guichet unique pour soigner, pour écouter, pour guérir et puis aussi pour relancer, donner de la force a vraiment... Vous avez montré que le modèle marchait. Et vous avez dit à quel point vous pensiez pouvoir sans doute dupliquer la formule, en tout cas la répandre dans le monde et que les enseignements que vous avez appris à Panzi puissent servir. Est-ce qu'il y a déjà des exemples, des exemples dans le monde où on aurait peut-être essayé d'exporter, de dupliquer la formule Panzi? Est-ce qu'il y a plusieurs pays qui servent aussi peut-être déjà de laboratoire ou en tout cas qui essaient d'appliquer déjà votre méthode? Je crois que ces guichets uniques, il est très très intéressant puisque lorsque une femme adulte est violée, elle est d'abord, elle a un sentiment de honte et cette honte l'empêche d'aller vers les services. Donc l'accessibilité aux services est toujours... Le premier obstacle, c'est par rapport à la victime qui regarde la société, qui voit les normes sociales. Lorsqu'elle annonce qu'elle a été violée, elle sait qu'elle va être sanctionnée pour la deuxième fois, l'exclusion. Donc elle va être tout simplement rejetée. Il faut qu'elle se justifie. Quand elle va à la police, c'est la même chose. Il faut qu'elle justifie qu'elle a été violée. Et ça, ce n'est pas évident. Lorsque vous avez un guichet unique, ce n'est pas un endroit où viennent se faire soigner les victimes de violences sexuelles. Ça, c'est la première chose qu'il faut éviter. C'est tout simplement un endroit où le personnel est formé pour, en fait, parler avec les victimes et savoir les orienter dans les systèmes de façon tout à fait anonyme, les soutiennent de façon anonyme sans qu'elles soient stigmatisées dans ce qu'elles font. J'ai dit que dans ces systèmes de guichets uniques, normalement, nous permettons à ce que la première personne qui prend l'information doit prendre toutes les informations concernant la victime pour qu'elle ne soit pas obligée de répéter à chaque étape ce qui lui est arrivé, ce qui est horrible. C'est-à-dire que souvent, elle commence, après la deuxième étape, elle est fatiguée, elle a l'impression qu'elle est en train de passer des interrogatoires pour se justifier par rapport à un crime qu'elle a subi. Et donc, lorsque les informations sont prises une fois et que les informations sont dans le système, on propose une carte. Et cette carte consiste à des vaccinations, à des traitements, éventuellement des interventions chirurgicales, à une prise en charge psychologique, et ce qu'elle souhaiterait faire après les traitements sur le plan socio-économique. On donne la possibilité d'aller en justice et montre qu'on peut vous accompagner. Il y a des juristes ou des avocats qui parlent avec la femme. Si elle choisit la carte d'aller en justice, il y a des gens qui l'accompagnent, etc. Et ça, en fait, ça permet de mettre les femmes en confiance. Sentir qu'elles sont... tout ce qu'on fait est centré sur elles-mêmes comme victimes et qu'on ne la culpabilise pas, mais plutôt on la soutient dans sa démarche pour trouver des solutions à son problème. Elle devient actrice à nouveau de son Absolument. destin. C'est-à-dire qu'après, c'est elle qui prend sa situation, son destin en main, en disant voilà ce que je veux, ce que je vais faire, ce que je ne veux pas faire, c'est son droit. Et cette expérience nous montre très bien que les femmes et les filles arrivent à complètement refaire leur vie
Et ce sont des femmes qui, dans leur communauté, deviennent des actrices de changement. Ce sont des véritables leaders. Ils savent transformer leur peine en pouvoir. Et je pense qu'on a eu des endroits où les filles, lorsqu'elles sont retournées dans leur village, plutôt les gens les trouvaient tout à fait des filles qui viennent révolutionner le village. Ouais. Des femmes qu'on appelait des femmes violées, désormais on les appelait des femmes qui fabriquent les savons, et que tous les villages étaient en admiration par rapport à elles. Et donc je pense que c'est aider les femmes en fait à trouver leur chemin sans pouvoir les forcer, mais les laisser trouver ces chemins, et vous les accompagnez tout simplement à se réaliser. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec Guinée-Conakry, où il y a un groupe de survivantes qui travaillent avec nous. Prochainement, nous espérons pouvoir commencer cette expérience en République centrafricaine, et nous pensons que dans les pays de conflit, c'est un exemple qui peut très très bien donner des résultats. Je sais également que des pays comme le Rwanda appliquent le One Stop Center, et je crois qu'il y a des résultats palpables qui sont par rapport aux femmes qui se prennent en charge et qui décident de leur avenir. Alors, il y a tellement d'urgences humanitaires, évidemment, on pourrait parler de nombreux pays, mais je pense là à la Syrie et l'Irak. Actuellement, on sait le nombre, on ne sait pas d'ailleurs le nombre évidemment, mais on sait qu'il y a des milliers de femmes syriennes qui ont été violées dans les prisons de Bachar el-Assad, comme il y a des milliers de femmes, et on a vu des yézidis qui courageusement tout à l'heure ont pris la parole, mais qui ont été utilisés comme esclaves sexuels par Daesh. À Raqqa, à Mossoul, des tas de femmes attendent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elles concrètement? Là, il y a des urgences et des femmes qui sont dans une détresse inouïe sans aucun moyen. Absolument, j'ai été en Irak et je crois que j'étais très touché de voir ces femmes, dès qu'on parle donc de la situation de la violence sexuelle, en leur présence, elles tombent en syncope, elles convulsent, etc. Et ça, je comprends très bien, la prise en charge psychologique n'est pas correcte dans le camp des réfugiés. Et je trouve qu'aujourd'hui, le monde a une responsabilité. C'est la seule façon. Aider ces femmes à avoir accès aux soins holistiques, une prise en charge holistique qui considère leurs besoins dans l'ensemble, c'est notre responsabilité. C'est la responsabilité de l'humanité et nous ne pouvons pas essayer d'échapper à cette responsabilité. Ces femmes n'ont pas été protégées. Aujourd'hui qu'elles sont dans l'état où elles sont, nous avons la responsabilité de les aider à s'en sortir, de les aider à guérir. Je pense que j'étais en Irak, j'ai rencontré des femmes syriennes. C'est vraiment une urgence qu'il faut faire avant que ça ne soit tard sur le plan mental de ces femmes. Le mot réparation est évidemment important, vous l'avez prononcé à de nombreuses reprises, et c'est un mot qui vous va très bien. On dit toujours le docteur Mukwege, en français en tout cas, l'homme qui répare les femmes. On l'a tellement dit, c'est le titre de nombreux articles vous concernant, après le livre sans doute que vous avez consacré, Colette Braeckman, et le livre, le film aussi qui avait été fait, donc l'homme qui répare les femmes. C'est beaucoup plus que la réparation médicale, vous le disiez tout à l'heure, et ça implique justice, normalement. Réparation, ça veut dire justice, et aussi réparation financière, indemnisation. Alors, où est-ce qu'on en est? Parce qu'effectivement, vous le réclamez, et vous avez souvent dit qu'il fallait, vous vouliez lancer une initiative mondiale pour les réparations, mais est-ce qu'il y a des États qui se sont engagés? Est-ce qu'il y a des hommes politiques qui disent, effectivement, tout le monde soutient le docteur Mukwege, mais concrètement, est-ce que des gens s'engagent actuellement? Est-ce que des pays vous ont promis de l'argent ou une implication réelle? Nous sommes dans le processus et j'espère que nous avons eu des contacts qui sont prometteurs. Et je crois que la réparation, c'est dans tout simplement le processus de guérison. On ne peut pas demander aux femmes d'aller en justice, de se battre. C'est épuisant d'aller tous les jours devant les juges pour se justifier. Et une fois qu'elle a gagné le procès, dire à la femme « au revoir, vous avez gagné le procès », je trouve que c'est inhumain. Et je pense que pour les pays qui ne veulent pas donner cette compensation ou faire la réparation, il faudrait avoir un fonds global qui permet en fait de pouvoir le faire pour mettre toutes les femmes victimes de violences sexuelles au même niveau, et considérer que leur peine, c'est la peine que nous portons comme communauté internationale. Et pour les pays qui peuvent le faire,
tant mieux. Je pense qu'on ne peut que les encourager, mais il faut avoir la possibilité de soutenir. Je connais aussi certains États, j'ai discuté avec certains présidents de la République qui ont dit qu'ils voudraient bien faire cette réparation, mais ils ont beaucoup d'autres priorités et qui n'ont pas le moyen. Et donc je pense que c'est très important de pouvoir juger les États qui peuvent le faire et qui veulent le faire mais qui ne peuvent pas, et les États qui ne veulent pas, mais ils peuvent. Et là, je pense qu'avec ces fonds, on peut mettre toutes les femmes au même niveau et donc permettre une lutte qui est globale. Parmi les aides qu'on vous a proposées, ou proposées en tout cas, peut-être promises ou dont on a parlé, est-ce que vous pouvez citer quelques chefs d'État qui se seraient engagés à vos côtés? On ne donne jamais de nom et ce serait plutôt positif que quelques-uns soient nommés, si en tout cas ils s'avancent sur une voie un peu J'attends des concrète et propositions constructive. concrètes. Ouais, ben voilà, on en Merci. reste là. Eh oui, Ouais. j'aurais voulu donner des noms, mais voilà, c'est pas. Je sais bien que c'est très très lent et compliqué. C'est vrai que ce type justement d'initiative et de conférence peut peut-être aider, en tout cas, à publiciser ces notions. Pour en finir avec la stigmatisation, le tabou, le silence, qui est toujours évidemment le meilleur allié des tortionnaires, des violeurs et des dictateurs d'ailleurs. Il y a des gestes symboliques. Vous avez cité ça tout à l'heure, vous avez dit peut-être journée mémorielle ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui, vous le pensez, de l'ordre du symbole, là pour le coup, et on sait bien que ça joue aussi, c'est pas aussi important sans doute que les compensations financières et les aides, mais malgré tout, les symboles est important. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de choses qui peuvent faire du bien aussi aux femmes? Je pense que vous ne pouvez pas réaliser, et je crois que vous l'avez vu, la jeune Yézidi qui a parlé la dernière fois. Je pense que cet acte que vient de poser Son Altesse Royale, c'est un acte de réparation, c'est un acte de reconnaissance de la souffrance. Et vous pouvez voir à quel point ça transforme les victimes de violences sexuelles. Ça veut dire tout simplement que chacun de nous peut faire quelque chose pour réparer le mal qu'elles ont subi. Et à titre d'exemple, je pense que tout ce que Son Altesse Royale est en train de faire aujourd'hui en faveur des victimes de violences sexuelles, c'est une forme de réparation pour leur dire nous reconnaissons votre souffrance, nous reconnaissons le tort que vous aviez subi et nous allions à vous pour combattre et lutter contre ces mal. Ça, c'est une forme de réparation. De qui diriez-vous que vous attendez maintenant des relais, docteur, de chefs d'État, de l'ONU, quand on parle de la communauté internationale? Est-ce qu'il y a des institutions qui doivent jouer leur rôle, effectivement prendre le relais de ce type de conférences, et peut-être la presse aussi, les médias, parce que s'il y a des gens qui peuvent, des acteurs qui peuvent aussi contribuer à ébruiter et à faire même du vacarme sur ce type de sujet, c'est peut-être aussi les journalistes. Quel est votre avis et quels sont les alliés que vous voudriez attirer à vous Je suis très heureux ce soir d'avoir dans cette salle la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, question des violences sexuelles dans les conflits, qui est une alliée de premier plan. Nous avons Madame Bachelet qui est le haut-commissaire aux droits humains. Et je pense que leur présence ici traduit tout simplement leur volonté de changer les choses. Et je trouve que je veux tout simplement dire merci par leur présence. Alors, dernière question peut-être sur cette fameuse ligne rouge dont vous avez parlé à plusieurs reprises. Souvent, la ligne rouge, c'est peut-être les attaques chimiques, disait-on, pour la guerre en Syrie, etc. On a vu que ça n'a servi à rien, mais malgré tout, symboliquement, la ligne rouge devrait dire quelque chose. La ligne rouge, c'est la ligne au-delà de laquelle, vraiment, on s'expose à des répercussions et des contraintes et plutôt des punitions, des sanctions extrêmement graves. Vous avez encore espoir que des chefs d'État, des autorités s'engagent? Je crois qu'on va vraiment parler de cette ligne rouge dans les workshops qui vont commencer le monde dans n'a 10 pas minutes. encore utilisé tous ces moyens, et parmi ces moyens, il y a la ligne rouge. Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, Dr Mukwege et Annick Cogent.
special correspondent at Le Monde. I interrupted them because we have now time for a 10-minute break, and after that our workshops will start, because we are here to think about solutions to support survivors and to scale up all the ideas that will come from you now. The workshops will start at 4:10, and you can see on the screens which workshops we have. It is healing the body in room C, healing the mind in the minister's restaurant, ending stigma for the victims in room E, nothing about us without us in room D, inclusion for children born of rape in room B, and healing through dance, and it's an active workshop, and that's happening in the conference room number 2. So please join us back here at 5:20 to draw conclusions from the workshops together with survivors and a distinguished set of experts. And ladies and gentlemen, last but not least, please add your signature to our appeal and use this break to make a picture with our signs and post them on social media together with "We might not end rape, but we will end rape as a weapon." I stand up with survivors. Will you too? Yeah! Hashtag stand, rise up. Stand, speak, rise up. See you here at 5:20. Thank you.